Bonjour à tous, vous êtes sur CGTN Français. Bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons avec une rubrique spéciale consacrée au 19e Congrès national du Parti communiste chinois. Sur le plateau pour discuter avec nous de ce sujet, Thierry Ramassomi, journaliste mauricien. Bonjour Thierry. Bonjour à vous. Alors, et rendez-vous tout à l'heure. Merci. Il est prévu que le 19e Congrès national du Parti communiste chinois ouvre ses portes à 9 h mercredi au Grand Palais du Peuple dans la capitale chinoise, Beijing. Le centre des médias du Congrès annonce que la cérémonie d'ouverture sera retransmise en direct sur la télévision centrale de Chine. Au total, 2287 délégués sont attendus qui ont commencé à arriver dimanche. La première délégation venue de la Mongolie intérieure est arrivée. Le congrès du parti se tient généralement tous les 5 ans. Il présente le nouveau leadership et définit les orientations pour le développement national au cours des 5 prochaines années et au-delà. Jetons maintenant un coup d'œil à la couverture du 19e Congrès national du Parti communiste chinois par certains journaux étrangers. Après le 18e congrès national du PCC, en tant que la deuxième plus grande économie mondiale, la Chine a attiré de plus en plus d'attention d'experts étrangers. D'après John Ross, un savant britannique, concernant les grandes questions globales, la pensée chinoise a pris les devants sur les pays occidentaux. Le concept de communauté de destin commun proposé par le président chinois Xi Jinping contraste fortement avec la politique américaine de jeu à somme nulle. Au cours des 5 dernières années, l'influence de la Chine sur la diplomatie et la stratégie économique à l'échelle mondiale est devenue de plus en plus forte. Elle a apporté une grande contribution à l'économie mondiale. Avec l'initiative Ceinture et Route, l'accueil des sommets de BRICS et des réunions internationales à haut niveau, à savoir le G20 et la PEC, la Chine, avec les pays en voie de développement qu'elle a guidés, ont joué un rôle majeur sur la scène internationale. Depuis son 18e congrès national, le Parti communiste chinois a renforcé sa lutte contre la corruption, ce qui lui a permis de jouir d'une grande popularité et de purifier les environnements socio-économiques et politiques. Les fruits de cette campagne anticorruption renforcée figurent sans aucun doute parmi les succès les plus importants obtenus depuis le 18e congrès national du PCC. En même temps, par le biais de la mise en application de règlements, le pouvoir des fonctionnaires est davantage limité. Par ailleurs, la Chine s'est efforcée de mettre en œuvre le plan de réforme adopté lors de la 3e réunion plénière du 18e congrès national du PCC, une série de programmes de haut niveau en matière de bien-être du peuple et du domaine de l'économie ont été implantés et ont réalisé des percées. La lutte contre la corruption impressionne le monde extérieur et est bien accueillie par le peuple chinois. Selon les statistiques du site de la Commission centrale de contrôle de la discipline, jusqu'en juin 2017, plus de 280 cadres relevant directement des autorités centrales, plus de 8600 cadres du niveau des départements, ainsi que 66 000 cadres du niveau des districts ont fait l'objet d'enquêtes. La déchéance des milliers de fonctionnaires corrompus issus des secteurs politiques, économiques, militaires, culturels ou éducatifs, dont certains ayant de grands pouvoirs, a été bien accueillie par le peuple. Dans le Sunday Times, on lit que le Congrès national donnera des indices clés sur la tendance politique de la Chine. Alors que dans le Financial Times, il est dit que le marché des capitaux chinois surveille cet événement de près, dans l'attente de nouveaux signaux concernant la politique monétaire, le contrôle des capitaux et la réforme des entreprises d'État. Pour le Sydney Morning Herald, il est évident que ce rendez-vous politique donnera le ton des 2 sessions l'année prochaine. Et d'ajouter qu'il fournira plus de détails sur l'agenda économique de la Chine pour les 5 prochaines années. Depuis le 18e congrès du PCC, le lancement du satellite de communication quantique Mozi, la séparation réussie entre Tianzhou 1 et Tiangong 2 et la production du Neutron Beam par CSNS, China Spallation Neutron Source, constituent tous des réussites accomplies sous la direction du comité central du PCC qui a à son cœur Xi Jinping. L'innovation technique contribue grandement au développement scientifique et technique du pays et bénéficie au peuple chinois. Elle entre dans une nouvelle phase. La Chine ne se contente plus de suivre les tendances techniques, mais les dirige désormais. Et nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Thierry, en tant que journaliste étranger, vous vivez en Chine depuis déjà 10 mois et lors de ce séjour, vous avez fait de nombreux reportages partout dans le monde. Pourriez-vous nous citer quelques mots-clés qui décrivent à vos yeux
le mieux la Chine et la population chinoise? D'abord, il faudrait peut-être comprendre la perspective de ma visite ici. Bien sûr, je suis ici pour cet événement d'importance nationale pour la Chine, donc il reste cet aspect important pour le peuple chinois. Je peux dire que j'ai été un peu un témoin privilégié des événements politiques majeurs au niveau de la Chine. D'abord au niveau des deux sessions au mois de mars de cette année que j'ai pu vivre de manière directe, mais aussi l'initiative, le forum Ceinture et Route, et actuellement le 19e congrès. Vous m'avez parlé des qualificatifs qu'on pourrait associer justement au peuple chinois. Votre impression personnelle? Mes impressions personnelles. D'abord, il faut dire que l'économie chinoise reste cette deuxième puissance économique mondiale que d'autres pays, donc je parle des pays surtout de là où je suis, de la région africaine, où on a un regard particulier sur la Chine. On regarde la Chine de manière différente. Pour moi, la Chine symbolise ce pays où il y a des bosseurs, où il y a des gens qui travaillent, il y a de la discipline. Il y a de la rigueur, il y a de la bonne gouvernance, il y a de la volonté. Et puis il y a ce désir de sortir de la misère, ce désir de s'ouvrir aux autres, ce désir de diplomatie extérieure. D'ailleurs, le président Xi Jinping, dans ses ouvrages, il ne passe pas par quatre chemins pour parler de cette volonté chinoise de se développer, de connaître un développement sans précédent. Il parle d'ailleurs il n'y a pas quatre chemins pour sortir de la misère. Il faut y croire, il faut y avoir de cette volonté pour croire dans ce qu'on fait, pour pouvoir améliorer son sort. C'est ce qu'il dit dans ses ouvrages. Et puis, il faut aussi prendre en considération cet aspect de paix et de stabilité qui règne en Chine. Et puis, cet enthousiasme du Chinois vers les autres, cet enthousiasme de travail, ce désir d'améliorer son quotidien. Alors, quels changements ou bien accomplissements les plus impressionnants avez-vous remarqués en Chine au cours du premier mandat du président chinois Xi Jinping, c'est-à-dire au cours des 5 dernières années? Vous savez, le développement d'une nation repose sur l'éducation de son peuple et puis sur les conditions de vie de son peuple. Je pense que le gouvernement chinois a su maîtriser cet enjeu que je dirais de taille. Quand vous allez aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'aller dans certaines provinces très éloignées de la Chine, vous voyez des situations précaires où les gens où la situation des gens a été améliorée, où ces gens se sentent aujourd'hui mieux dans leur peau. Par exemple, je pense au niveau de l'éducation. J'étais impressionné de voir dans une école chinoise comment est-ce que les infrastructures sont faites, comment est-ce que le gouvernement soutient ces personnes. Ces enfants viennent pendant toute la semaine pour avoir une éducation et c'est en week-end qu'ils rentrent chez eux. C'est pour vous dire qu'il y a un encadrement, qu'il y ait un suivi à ce que ces personnes aient une éducation. Et c'est à travers l'éducation qu'on peut entamer l'émancipation du peuple. Et le gouvernement du président Xi Jinping a compris cela. Il y a des investissements qui sont consentis dans le système éducatif. Et puis, en 30 ans, quand on imagine cette situation, de sortir d'une situation d'extrême pauvreté pour atteindre cette situation de confort économique, il y a un bond gigantesque qui a été fait. Et ce bond est associé étroitement à la bonne gouvernance, à la gestion saine et à la sagesse d'esprit du peuple chinois et du gouvernement chinois. Alors, bien sûr, beaucoup a été fait, mais si on vous demandait de faire des propositions pour les 5 ans devant nous, c'est-à-dire les 5 années à venir, alors quels seraient-ils? Je pense que les secteurs prioritaires, à mon sens, restent le renforcement de la coopération internationale. Beaucoup de réalisations ont été faites entre le gouvernement chinois et d'autres pays, pays d'Afrique, pays d'Asie, pays de l'Amérique latine. Il y a cette entente entre ces pays. Et le gouvernement chinois jouit d'une très très belle amitié avec ces pays. D'ailleurs, au sommet, le récent sommet du FOCAC en Afrique, le président Xi Jinping a promis cette enveloppe d'aide pour booster l'économie de l'Afrique. Et l'image que la Chine projette en Afrique, c'est une image de pays amis, de relations solides, de relations sincères, de relations amicales. Vous imaginez une situation où aujourd'hui on parle de relations
fraternelle, amitié sincère, amitié solide. Et ce n'est pas quelque chose qu'on construit du jour au lendemain. Et j'en suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses, il y aura beaucoup de choses. Il y aura des projets, j'en suis persuadé, qui vont sortir du 19e congrès. Et le gouvernement chinois comprend aussi l'enjeu qu'il faut inclure tout le monde dans le panier du développement économique du pays. Quand vous prenez l'exemple des minorités qui sont inclus dans le 19e congrès au niveau des discussions, que leur voix se fasse entendre sur le plan politique, c'est un élément que je juge très capital. Autre aspect, c'est la corruption. Cette lutte acharnée, une lutte anticorruption, une lutte pour améliorer le quotidien, une lutte pour la discipline, une lutte pour changer les conditions de vie. Ce sont les axes prioritaires, à mon sens, que le gouvernement chinois a su maîtriser et qui, sans doute, des éléments qui vont se retrouver au cours du 19e congrès, qui seront à l'ordre du jour pour le mieux-être du peuple chinois. D'accord. Et je sais que vous allez faire des reportages lors du congrès, alors qui va débuter officiellement demain, le 18 octobre. Quels sont les sujets les plus intéressants pour vous et pourquoi? Pour quelles raisons? Écoutez-moi, je pense de manière prioritaire, la Chine reste ce pays de stabilité politique et de bonne gouvernance. Je pense que beaucoup de pays à travers le monde devraient apprendre, devraient s'inspirer de ce que la Chine fait actuellement. Et je pense les axes prioritaires de sujets, de reportages, afin de faire connaître au peuple à l'étranger ce que la Chine fait, je pense que c'est notre devoir, gens de communication, de réaliser des sujets de reportage à ce que les gens puissent comprendre comment la Chine améliore son quotidien, comment la Chine mène cette bonne gouvernance, comment la Chine mène son combat contre la corruption, comment la Chine gère cette armée pour sauvegarder cette paix, cette stabilité au sein du pays. Ce sont, à mon avis, des axes prioritaires, mais aussi la diplomatie internationale. On ne peut pas vivre dans son cocon, il faut s'ouvrir aux autres. Et je pense qu'on doit s'inspirer de ce modèle qu'est la Chine et faire des sujets, exploiter ces pistes, rencontrer des personnes appropriées, discuter, faire des sujets à ce que le monde puisse connaître ce que la Chine représente aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques personnages que vous envisagez d'interviewer, rencontrer? D'abord, il y a, à mon sens, le ministre des Affaires étrangères, qui reste un pilier au niveau de la diplomatie extérieure de la Chine. C'est un personnage clé. Mais vous savez, je pense que c'est peut-être pas évident de rencontrer toutes les personnes politiques, mais nous avons des relations assez étroites avec l'université de Renmin. Nous côtoyons un nombre important de professionnels chinois, des professeurs. Je sais qu'il n'est pas à l'université de Renmin, mais je pense au professeur Wan Kun, qui a une vision très large du peuple chinois et qui connaît très bien les enjeux tant diplomatiques, économiques que sociaux de la Chine, et qu'il peut partager un peu sa vision des choses avec nous, pour nous aider, pour nous aiguiller à faire des papiers appropriés sur la Chine, des sujets pointus, afin de mieux cerner la question de ce 19e congrès du Parti communiste chinois. Vous avez évoqué l'initiative Ceinture et Route tout à l'heure. Alors, qu'en pensez-vous? Votre pays, l'île Maurice, est-ce que votre pays bénéficie également de cette initiative, pensez-vous? En un mot, je dirais que Ida Ilu, One Belt, One Road, est une initiative formidable. En 2013, le président Xi Jinping a eu cette formidable idée, cette initiative de relancer cette ancienne route maritime, cette route de la soie au Kazakhstan. Et je pense que c'est aussi un de ces piliers sur lesquels il doit reposer sa politique extérieure. Parce que vous imaginez le nombre de pays qui sont reliés à la Chine à travers l'initiative Ceinture et Route. Bien évidemment, géographiquement, l'île Maurice est située dans l'océan Indien, par ricochet par la ancienne route maritime. L'île Maurice est touchée par cette initiative. L'île Maurice est partie prenante de cette initiative. D'ailleurs, notre ministre des Affaires étrangères a fait le déplacement pour participer au forum. Il était là pour les sessions plénières où les discussions ont été entamées sur cette collaboration entre notre pays. Vous savez, cette initiative aide beaucoup de pays, non seulement de l'Afrique, mais des pays de l'Asie, mais des pays des Amériques latines, de sortir de leur situation de désenclavement, de sortir de leur ornière, si on peut s'exprimer ainsi, et de s'ouvrir au monde. Non seulement sur le plan économique, mais sur le plan social, sur le plan humain.
et sur le plan, pour en revenir, et sur le plan économique. Vous savez, on ne passe pas par quatre chemins pour dire on ne vit pas seul, on vit en communauté, on vit avec d'autres personnes. Et cette initiative ramène à resserrer le lien, à créer une interconnectivité, à créer une interaction entre les différentes nations du monde. Et c'est une initiative que je dirais très très louable, initiative du président Xi Jinping, bien évidemment. Alors, je vois que vous avez apporté un livre avec vous. Pourriez-vous nous présenter brièvement ce livre-là? Vous savez, j'étais impressionné. C'est le livre du président Xi Jinping. Le livre a été traduit en plusieurs langues. Mais si un élément qui me retient, que j'ai à cœur quand je lis le livre, vous me permettez rapidement, je vais vous lire ce que je retiens. Les cadres et les peuples veulent de toute urgence et le plus vite possible sortir de la pauvreté et prospérer. Ce genre de désir est bénéfique et un tel enthousiasme est précieux. Mais ce n'est simplement pas réaliste de placer tous nos espoirs dans des projets très importants et espérer recevoir soudainement une mine d'or. Le mot-clé, à mon sens, reste le travail assidu. C'est la vision du président Xi Jinping, c'est la vision du gouvernement chinois. On ne reçoit pas une mine d'or du jour au lendemain. Il faut travailler. Merci, la merci détermination. beaucoup. Alors, je suis convaincue qu'on va regarder vos reportages dans les jours prochains. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on marque une courte pause. À tout à l'heure.